nouvelle vidéo, nouveau chapitre. J'essaie d'expliquer pourquoi on dépasse le cadre du SEO. Et là, pour ça, je vais explorer celui de l'IO et de la GIO, de la Generative Optimization Engine. Donc, ce n'est certes pas une rupture, avec tout ce que j'entends dire comme quoi le SEO n'est pas mort. Donc, ce n'est pas une rupture du travail SEO, mais la continuité logique. C'est que c'est le même principe, mais une autre approche totalement différente. Il y aura d'autres vidéos, bien sûr, par la suite, pour un autre chapitre qui sera lui dédié au Narrative Context Protocol. Donc, depuis plusieurs années, l'optimisation SEO repose principalement sur la structure des pages, les mots-clés, les mots-outils. Avec l'arrivée des moteurs IA, cette logique atteint rapidement ses limites. Donc, aujourd'hui, les moteurs ne se contentent plus d'indexer les pages, ils interprètent des contextes, évaluent la cohérence narrative d'un contenu et mesurent la solidarité d'un réseau sémantique. Autrement dit, ils cherchent à comprendre une histoire, pas simplement des mots. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter une approche différente de l'optimisation. Une architecture qui combine deux pipelines complémentaires. La première, qui est le SCN, celle que vous voyez ici, ou les Semantic Context Networks. Ce pipeline qui permet de structurer un corpus de contenu sous forme de graphe sémantique cohérent, puis par la suite, le Narrative Context Protocol avec son pipeline qui introduit une narrative permettant de conforter la compréhension contextuelle par les moteurs de réponse où vous allez comprendre. Je vais essayer du moins de vous expliquer la complémentarité entre ces deux pipelines. C'est que ces deux pipelines permettent d'aller bien au-delà du SEO traditionnel. Donc l'objectif là n'est plus uniquement de positionner une page dans un moteur de recherche, mais de construire un environnement informationnel que les IA peuvent interpréter comme une source crédible et structurée. Dans les prochaines vidéos, par contre, par la suite, je vais également reprendre des exemples concrets de demandes d'optimisation SEO et montrer comment y répondre avec cette approche d'amélioration IO-GIO. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de démontrer étape par étape comment transformer une stratégie SEO classique en architecture sémantique capable de fonctionner dans l'écosystème complet des moteurs de réponse IA. Il y aura, comme je vous ai dit, une autre série de vidéos consacrées au Narrative Context Protocol lui-même, notamment son lien avec les modèles narratifs issus de Dramatica. Donc, nous verrons comment ces structures narratives peuvent être utilisées pour renforcer la cohérence par la suite informationnelle d'un contenu et améliorer sa compréhension par les systèmes d'IA. Donc, si vous vous intéressez à l'avenir du SEO, ou l'optimisation pour les moteurs de réponse IA, cette série de vidéos va vous permettre de comprendre pourquoi la structuration du contexte et de la narration devient aujourd'hui un levier stratégique. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que quand on parle d'optimisation IO-GIO, la majorité des gens pensent à la même chose. Donc, vous trouvez quelques mots-clés, créez quelques pages optimisées, essayez d'obtenir quelques backlinks. Ça, c'est le modèle classique d'acquisition organique. Mais les résultats restent limités, voire absents aujourd'hui. Donc, c'est que les SEO reposent sur une logique simple. Capturer une demande déjà existante. C'est la bataille du work qu'il y avait entre les agences.
comment gagner sur les mots-clés. C'est pour cette raison-là qu'on utilise le SEMrush pour voir le taux de faisabilité sur certains mots-clés, s'il y a toujours une possibilité de battre quelqu'un sur ce mot-clé, ou c'est devenu très compliqué, très difficile, et ça sera plutôt une perte de temps si une agence va chercher à se classer sur certains mots-clés. Donc, je vous ai dit que le problème, c'est qu'avec le SEO, on capturait une demande déjà existante. Le problème aujourd'hui, c'est que pour la plupart des marchés compétitifs, la demande existante est déjà capturée par des acteurs installés depuis longtemps. Donc, la plupart des entreprises suivent une méthode simple, donc en utilisation de ASCII, comme ici présent, des SEMrush ou alors de Google Keyword Planner, pour identifier 3 à 5 mots transactionnels, les mots-clés BOFU, du bottom of funnel, puis par la suite créer une page optimisée pour ce mot-clé, et donc la structure ressemblait souvent à cette page, sur cette page, une introduction avec la section deal, présentation de service, quelques arguments, et puis par la suite un formulaire de contact intégré ou alors dans le recruteur ou alors dans la section Hello elle-même. On plaçait des backlinks, et enfin, par la suite, l'idée c'est que la page, si elle est bien optimisée et qu'il y a des backlinks avec un bon TR, elle finit généralement par se positionner. Et le modèle est suivi. Donc, il y a aussi le modèle classique du SEO local. Beaucoup d'entre vous reconnaissent ce schéma-là, et le hack qu'il y avait avec le Google Maps. Donc, les piliers du SEO local, on a le NAP, Name Address Phone, s'assurer que le NAP apparaisse de manière identique sur toutes les plateformes. NAP, c'est nom, adresse, numéro de téléphone. Ce qu'on faisait aussi, à part ça, il y avait une manipulation de critères. On postait sur Google My Business aussi. On postait des réponses aux avis. Pas d'impact direct sur le ranking, quoique, mais c'était utile surtout pour la conversion et la crédibilité. Donc la même philosophie. C'est une discipline qui se base sur les signaux de confiance et de cohérence. Là, dans le SEO local, il n'y a pas de backlink, par exemple, massif ou de contenu. Le problème par la suite, c'est que il y a 4 raisons pourquoi ce modèle échoue. Il y a l'autorité. Une startup qui publie 5 pages sur un domaine se trouve en concurrence avec des sites qui en possèdent parfois des milliers, avec plusieurs années d'historique de milliers de backlinks. Donc avec même une page optimisée, l'algorithme privilégie des domaines installés, et la page par la suite reste invisible. Il y a l'absence aussi d'écosystème sémantique, très important aujourd'hui. Donc les moteurs ne regardent pas seulement une page isolée, mais analysent la cohérence sémantique du site. Donc le site doit avoir un hub principal, plusieurs pages explicatives, des guides comparatifs et des études. Sans ça, il ne sera jamais perçu comme crédible. Donc une simple page transactionnelle isolée qui n'a pas de soutien ne sera jamais visible, et peu de chances qu'elle soit indexée. La compréhension de l'entité aussi. Donc le moteur de recherche ne classe plus
Les pages, ils classent des entités. Les entités, c'est quoi? Une entreprise, ça peut être une entreprise, un produit, un expert ou une organisation. Donc, si le moteur ne comprend pas qui est l'entreprise, dans quel domaine elle opère et fait référence et quelle entité ils y sont associés, il n'y a plus de sens de ranking. L'absence d'amplification aussi. L'amplification, il ne s'agit pas d'obtenir quelques backlinks d'une agence. Il faut que ces backlinks doivent être soutenus par des citations externes, des contenus satellites aussi. Donc, sinon, le backlink reste isolé et ne servira strictement à rien. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de montrer que l'Inception Engineering est une infrastructure informationnelle complète à travers laquelle on cherche à coller à la façon dont les classificateurs Google labellisent la requête. Donc, c'est ce qui fait réellement l'Inception Engineering avec le Node.js du web. Avant d'aller plus loin, je vais essayer de vous expliquer la relation SCN-MCP. C'est ce qui fait la différence dans l'optimisation, c'est que la relation entre le Narrative Context Protocol et Semantic Context Network. Le NCP définit la manière dont une information est racontée, structurée, pour que l'IA puisse la comprendre et la restituer en réponse par la suite, de façon claire et cohérente. Le SCN, quant à lui, il mesure la pertinence et la lisibilité des relations entre entités, requêtes et contenus. Autrement dit, si une page n'est pas suffisamment optimisée en NCP, elle échoue tout simplement au test SCN car la narration n'alimente pas correctement la couche sémantique, ce qui explique pourquoi certains contenus passent à côté de la reconnaissance algorithmique causée. Sans une narration calibrée, la structure sémantique ne peut pas correct. Donc, que fait exactement l'Inception Engineering? C'est précisément ce problème que ces deux pipelines cherchent à résoudre. Plutôt que de créer quelques pages optimisées, cette méthode consiste à construire une architecture informationnelle complète autour d'un marché. Donc, on ne travaille plus là seulement sur des pages, mais sur un écosystème informationnel complet et entier. Donc, ça repose sur plusieurs couches: une analyse financière du marché, structuration de contenu, orchestration d'autorité, optimisation pour le moteur de réponse. C'est ce passage d'une tactique à silo à une infrastructure informationnelle qui fait la différence. C'est le principe même de l'Inception Engineering. Donc, avant même de regarder les pages, il faut comprendre, il y aura même, je ferai même une vidéo spéciale pour ça. En fait, ce que fait Google avant même de regarder les pages, avant d'afficher une seule page. Google, en fait, fait trois choses. Il commence par une traduction sémantique de la requête. Là, il ne dit pas des mots-clés, il reconstruit une intention plus contexte sémantique. Par la suite, il fait une classification d'intention. Là, l'algorithme catégorise la requête en informationnel, transactionnel, local, YAML, news, pour déterminer l'algorithme suivant qui va être dominant. Par la suite, il y a une injection de contexte utilisateur avec une localisation, langue, historique et device qui personnalise la forme de la sorte, qui fait la différence entre une sorte générée à partir d'un adresse IP Montréal avec une autre générée à partir de Paris, par exemple. Donc là, Google ne cherche pas des pages, il cherche une réponse adaptée à un contexte.
C'est ça le problème. Donc, là, on parle de la couche 0 du ranking moderne. C'est celle qui se passe avant même l'évaluation des pages. Donc, c'est ce qui explique pourquoi l'SEO n'est pas mort, certes, mais c'est une continuité de travail qui vient en amont du SEO, à savoir le travail IO, d'optimisation IO-GIO. Donc, l'Inception Engineering, à travers ces deux pipelines, j'essaye d'intervenir en amont de l'étape du SEO en cherchant à influencer directement cette phase d'interprétation de Google. Donc, il y a la couche 2 tribal, la couche 2 du ranking effectif, la couche 3 de modulation globale du scoring par le titre et le re-ranking contextuel ou la phase d'ajustement. Cette phase d'ajustement même sur laquelle j'essaie d'intervenir, elle a un impact direct sur la sercologie. Et que la SERP, ce n'est plus des liens bleus sur la première page de la SERP ou les autres pages. Vous avez vu que aujourd'hui c'est un mix de fiat et snippet, réponse IA, bloc enrichi et local, pack aussi. Donc avant de commencer par l'étape 1 de la pipeline narrative contexte protocole, je vous ai expliqué la relation entre les deux. C'est qu'avant ça, nous faisons passer le site par le premier pipeline, celui du SCN, où le site va passer un test pour voir si les pages sont structurellement bien définies et peuvent être choisies par les IA comme réponse probable pour les questions posées à ChatGPT, par exemple. Donc, en pratique, le NCP agit comme la couche narrative, le SCM, lui, c'est la couche sémantique. Là, on mesure la cohérence des relations entre les entités, les requêtes et les contenus. Donc, la première étape du script, on commence par un crawler sémantique avancé. Là, on ne se contente pas de récupérer les pages. Là, on produit un modèle sémantique structuré. Donc, on va crawler le contenu principal, entité, socio-narrative, relation entre pages, signaux SEO, IO, socioschema.org, FAQ et graphe des liens internes. Il va nous donner une dataset prêt pour la construction du SCA. Nous aurons des outputs dans page de président L, qui est le dataset V. Output qui va enrichir par la suite les clustering sémantiques, par exemple, ou alors génération de contenu. Au sein, je vais passer rapidement, parce que c'est technique, vous allez voir ça, trouver ça dans le document que je vais partager, mon livre que je vais partager. Donc, il y a des blocs précompilés pour éviter la recompilation dans les boucles de crawler. L'apport de cette fonction, c'est que les entités sont les nœuds du graphe sémantique. Donc, le bloc permet d'identifier les entités nommées, concept, organisation, localisation, action marketing, qui sont utilisés pour construire le Semantic Context Network, calculer la densité d'entités et mesurer la cohérence narrative. Une autre fonction dans le script avec des pouvoirs des dictionnaires pour améliorer la qualité de l'extraction sémantique. Ça va permettre de distinguer entité business, entité géographique et concept, qui va nous éviter que notre graphe soit pollué par des mots non pertinents. Il y a aussi une autre fonction pour le chargement du modèle Sentence Transform, le OmniLM, pour préparer l'embedding sémantique, qui va nous créer la base de proximité sémantique entre pages. Là, nous avons
pas plus seulement des liens HTML, mais aussi des relations de fond. Il y a aussi une normalisation du URL. Donc, nous allons supprimer les duplications, gérer le naming slash et calculer la profondeur des liens afin de prioriser le crawl, par exemple, et comprendre l'architecture du site, qui va nous servir à identifier les hubs, les pages profondes, les pages stratégiques. Par la suite, il y a une autre fonction de gestion de robots et de sitemap. C'est que le sitemap représente, comme vous le savez, la vision officielle du site, qui va nous permettre de prioriser les pages importantes et indexables. Il y a aussi une autre fonction pour le filtrage des pages non pertinentes. Donc le script va exclure par exemple les pages login, panier, checkout, pages légales, les pages trop courtes ou alors les pages techniques, ce qui va éviter de polluer le graphe avec des pages sans valeur. Il y a l'extraction du XML, le schéma.org. Ici présent, le schéma.org va nous fournir par exemple des entités fiables. Des entités qui vont devenir par la suite les nœuds certifiés du graphe, mais c'est peu probable qu'un site, il y a très peu de sites qui ont aujourd'hui le schéma.org. On va essayer de faire une autre fonction qui va faire la détection du contenu, du type de contenu. Donc product, article, guide, FAQ, par exemple, local, qui va permettre de comprendre le rôle sémantique d'une page, qui va nous servir par la suite à la classification, l'optimisation, la génération du contenu. Une autre fonctionnalité pour l'extraction produit, nous allons récupérer prix, par exemple, brand FAQ pour Amazon. Donc là, les pages produits vont devenir des entités transactionnelles dans le graphe, qui vont être reliées aux catégories par le site, aux guides FAQ. Extraction FAQ. FAQ crucial pour l'IU, les réponses IA. Donc ça va nous permettre de construire des relations questions-réponses, très très important pour les IA. Une autre fonction pour l'extraction du contenu principal. On va extraire le contenu principal à partir des paragraphes, si cela échoue. Par exemple, s'il s'agit de site e-commerce, il y aura une fallback article ou alors une fallback paragraphe qui va nous garantir que les embeddings utilisent le contenu réel et pas, par exemple, menu ou alors footer à partir du navbar. Il y a aussi l'extraction de keywords. Par exemple, les mots présents dans le H1 sont multipliés par 3 pour la simple raison qu'un mot présent dans le H1 est certainement un keyword. Ces mots vont devenir des nœuds sémantiques ou alors clusters thématiques. On va extraire des signaux NCP. C'est le corps de la logique même. Le script mesure l'intro narratif qu'il y a. Il y a des étapes numérotées, définition, il y a conclusion, les tailles des paragraphes. Il y a un score par la suite finale, donc qui va mesurer la qualité narrative du contenu. Donc à partir de ce score, on va savoir si le contenu est structuré comme une réponse claire au lien. On va calculer le SCM, le score SCM, qui va combiner la densité, la cohérence, présence schéma. Donc, qui va nous permettre de mesurer la visibilité machine globale d'une page. On va extraire les entités à partir du XML, du Z-link, du keyword par exemple, des phrases capitalisées, les encore textes qui va nous créer une base de connaissances locales du site. Ces mêmes entités, bien sûr, ils vont devenir par la suite des graphes sémantiques. Une autre fonction pour classification du rôle des pages, en homepage, catégorie, article, hub, landing par exemple, qui va permettre de comprendre la fonction stratégique d'une page. Par exemple, si c'est dit et que la fonction
une fonction d'acquisition. Pour cela, pour crawler, il y aura le playwright avec une fonctionnalité du coup qui va prioriser les pages du sitemap et les pages peu profondes. On va faire une multiplication directement de contenu avec le image. Très important, qui va nous éviter de pousser par exemple la densité pour les trois par la suite. Donc cette étape transforme un site en base sémantique complète en générant un corpus nettoyé, une liste d'identité déjà, un graphe de liens, un score SCN et un score de narratif contexte protocole. Donc ce dataset produit va devenir par la suite matière première pour le clustering thématique, génération de contenu et bien sûr la construction du comité contexte network. Si le site est bon, on va continuer avec les différentes étapes pour voir que améliorer encore dans le semantic context network. Donc si par la suite le test est passé et que ces différentes étapes sont lancées et les scripts exécutés, c'est là que le contenu va être à coup sûr mentionné dans les réponses des liens. Donc par la suite, on va passer à l'étape 2 du cleaning. Ça c'est le FCM. À l'étape 2 du cleaning, qui intervient après le crawling, on va filtrer, normaliser et valider les pages. Donc des fonctions aussi dans le script avec le chargement du modèle sémantique, des regex précompilés, de stopwall bien sûr, une fonction pour la normalisation des textes qui va créer une empreinte unique du contenu, extraction du texte principal, donc avec le texte déjà nettoyé par l'étape précédente, puis une reconstruction via le content, alors la métadescription avec un texte final limité à 1500 caractères. Pourquoi j'ai choisi 1500? C'est que c'est suffisant pour une analyse sémantique et une détection ontologique. Et ça va nous permettre par la suite de vectoriser des textes trop longs. Donc là, nous allons créer un corpus standardisé pour l'analyse. Sinon, chaque page aurait un format différent. Une autre fonction pour la détection du rôle de la page, je vais expliquer ça. Calcul du score de confiance, un score situé entre 0 et 1 et qui combine plusieurs signaux, par exemple structurel, sémantique aussi. Donc, par exemple, une page avec contenu lent, H1 clair et un bon score sémantique, c'est qu'il y a une confiance élevée. Donc, ça permet de filtrer les pages faibles et prioriser les pages fiables pour le graphe. Une autre fonctionnalité avec le calcul de la densité. Donc, si une page est riche en concepts, c'est que le contenu, c'est qu'elle indique un contenu informatif et une bonne couverture sémantique. C'est que des pages avec une forte densité deviennent par la suite une autorité cible dans le graphe. Par la suite, une autre fonctionnalité d'identification des autorités cibles qui sont identifiées. Nettoyage sémantique des entités avec un filtrage rapide et un calcul de similarité cosinus qui va garantir que le graphe contient uniquement des concepts réellement liés au contenu, des duplications interpages par la suite, un embedding, verdict ontologique par la suite avec une autre fonction. Donc chaque page finit par recevoir un statut, elite, unique update. Donc là, nous allons éliminer les pages qui ne portent aucune valeur informationnelle.
Par la suite, la fonction linkage, la dernière, qui va exécuter toute la chaîne de la normalisation à la duplication, avec résultat une liste de pages validée pour analyse sémantique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pages produites par le tuning vont passer par la suite les bilans SCT, qui va donner par la suite le résultat, par exemple. Avec une génération de catalogue normalisé, chaque étape d'une génération d'un livrable CSV pour l'équipe de production, par exemple. Par exemple, ce CSV contient une métrique URL, type, rôle, confidence. Donc, ça va servir comme une base de données d'audit sémantique par la suite, qui va permettre d'identifier les pages stratégiques ou alors détecter les faiblesses structurelles. Donc, par la suite, pour la sortie, il y aura le statistique d'ouvrage, des pages de live, unique, d'aide ou d'étiquette. Grâce à quoi? Grâce à ce statut que nous allons par la suite passer au pipeline suivant, pipeline du narrative contexte protocole pour remplir ces lacunes et repasser par la suite une nouvelle fois le test pour voir si nous avons ici par exemple, j'ai eu en dette 32 pages, j'ai fait passer le site par l'autre pipeline une première fois qui va donc j'ai retravaillé le site ce qui m'a permis d'avoir déjà 16 pages en live et non plus 32. Donc on passe au narratif, à la première étape du narrative contexte protocole, le pipeline qui vient après le pipeline du sémantique. Et pour reconstruire les pages et repasser le test de narrative contexte protocole, le premier script qui va lire les pages nettoyées et puis classifier le rôle stratégique de chaque page, extraire les entités et signaux narratifs, puis produire un fichier enrichi contenant des métadonnées exploitables pour l'étape suivante de la pipeline. Donc là, on dépasse largement le SEO classique. Nous allons modéliser la structure cognitive et informationnelle du contenu. Donc en identifiant les entités du marché, les entités, la structure et la fonction stratégique des pages. Donc, transformons le site en système d'information analysable par graphe sémantique, ce qui va permettre par le site de construire un knowledge graph du marché et détecter les lacunes d'autorité, de aussi réorganiser l'architecture éditoriale et d'orchestrer surtout l'amplification via le TVA. Donc là, avec cette étape, le premier script là, avec les fonctions profil ICP, on va convertir l'ensemble de pages en base de données sémantiques exploitables pour une stratégie d'influence algorithmique qui va bien au-delà de l'enregistrement lexical qu'on faisait avant avec le SEO. Donc avec l'output du premier script, on passe au second avec une priorisation stratégique, une analyse des gaps de contenu. Donc on prend en entrée les pages déjà enrichies et on transforme ces données en diagnostic opérationnel actionnable. Donc le résultat, c'est un audit complet pour chaque page, accompagné d'actions recommandées, nous avons vu ça lors de la dernière vidéo, et d'un apport consolidé qui a appris et archive les pages à traiter en priorité. Donc là, dans cette vidéo, je vais aller vite à travers les étapes afin d'expliquer les fonctions intégrées dans le script. Et si vous voulez voir les outputs générés par les scripts, vous mettez la vidéo précédente. Donc là, ce script-là,
ne se contente pas d'analyser les requêtes, il évalue la capacité d'une page à expliquer un problème, structurer une causalité ou présenter plusieurs perspectives et intégrer des entités dans un graphe de connaissance. Donc, cette étape, elle fait quoi? Elle convertit ainsi ton système de décision éditoriale piloté par la structure du knowledge graph produit et par la psychologie même de l'intention utilisateur. L'output de ce script va nous permettre de passer à l'étape suivante, qui est celle de planification de la réussite stratégique. Donc, l'étape précédente, nous avons diagnostiqué le contenu et détecté les gaps. À travers ce script, nous allons transformer l'audit en plan de production éditoriale. Donc, on passe de l'analyse là au blueprint, vous voyez ici le contenu. Donc, ce que fait précisément cette étape, c'est le script, il va transformer l'audit en blueprint éditorial. Blueprint, il va contenir le rôle cible de la page dans le tunnel, la structure narrative à produire, les entités intégrées, longueur cible, section manquante, source à citer, niveau d'effort de transformation, résultat à tout ceci, un bref rédactionnel algorithmique prêt pour la production. Par la suite, une autre fonction pour déterminer le rôle stratégique de chaque page. Donc, on va déterminer, par exemple, on va croiser plusieurs signaux, tunnel stage, si la page elle est placée en sourcil, motif ou alors bottom-up tunnel, l'intention de recherche, type d'analyse, gap, rewrite ou alors rebuild, signaux commerciaux, contenu manquant. Donc, exemple par la suite, qui va être généré par le script, si c'est un guide expert ou alors un landing service, qui va permettre de transformer ainsi en architecture éditoriale orientée conversion. Bien sûr. Une autre fonction pour la construction de la structure narrative optimale. Donc, ce sont les sections générées dynamiquement et c'est déterminé par le tunnel, les gaps détectés, les intentions de recherche, les signaux MCP, à savoir problème, causalité, perspective. Donc on obtient là une architecture narrative alignée avec l'intention utilisateur et la logique décision. Il y a par la suite une autre fonction d'extraction et hiérarchisation des entités. Donc là, le script, grâce à cette fonction, va reconstruire la structure sémantique du contenu. Donc, les entités sont extraites depuis plusieurs sources, entités détectées, titres, URL, puis ensuite filtrées et classées encore entités, ou alors contextuelles, ou alors périphérales. Donc, avec un système de scoring qui va mesurer la valeur business de chaque entité, qui va permettre d'aligner le contenu avec le nom du graphe. Il y a aussi un calcul de la longueur cible du contenu, ça veut dire quoi? Que je vous ai mis là. Si c'est une page TOFU par exemple, la longueur, elle doit être plus longue, puisque c'est une page pédagogique, ce qui évitera la logique simpliste de, par exemple, X mots par article. Il y a la politique de citation, les sources d'autorité, donc qui va détecter le secteur déjà, par exemple santé de travail, sécurité routière, puis ajoute des sources pertinentes, organismes publics ou autres, ce qui va renforcer les signaux EAT et l'autorité pertinente. Donc le calcul sémantique gap. Il y a une métrique importante introduite ici, c'est le sémantique gap. C'est un score qui mesure la distance entre le contenu actuel et le contenu cible. Donc, qui combine score, MCP et tout le reste. Ce qui va nous donner un gap libre en low, medium, high ou un critical, et qui va nous permettre par la suite de prioriser les pages à reconstruire en priorité. Il y a une analyse narrative MCP pour détecter les problèmes, chaîne causale, perspective par exemple, maturité narrative. Ces éléments permettent d'évaluer si la page explique réellement
le problème ou même une guide vers une décision. Donc, par la suite, il y a une génération de fiches rédactionnelles automatisées. Chaque page va obtenir un brief complet contenant le rôle stratégique, intention narrative, structure de section, entité intégrée, action réalisée, politique citation, longueur type, qui vont être exploités en .md par la suite. Donc c'est un livrable ici pour industrialiser la production. Une autre fonction pour avoir un livrable par la suite. Voilà, donc le rôle de cette étape, c'est la construction de l'outil éditorial avec la génération de contenu optimisé, distribution de l'architecture TVM, pourquoi c'est important pour la suite, l'amplification et acquisition de biens, la capture des trafics pour la génération des leads aussi. C'est le pivot entre l'analyse et la production. C'est pour cette raison-là que cette étape 2 est très très intéressante. Donc là, il n'y a plus de mots-clés ou bref rédactionnels et tout, qu'on produisait pour LSI local. Là, on produit une modélisation du marché, graphe entité, architecture narrative, priorisation business et blueprint éditoriaux automatisés. Là, le contenu devient actif stratégique, conçu pour capter l'intention et générer des livres, non seulement un article optimisé pour Moodle. L'output va nous permettre de passer à l'étape 3 avec deux scripts. Le premier, de prendre, c'est l'étape à travers laquelle nous allons générer des prompts éditoriaux structurés à partir des blueprints produits. Bien sûr. Donc là, nous allons transformer l'analyse stratégique du contenu en instruction de produits précis. Le blueprint va devenir un ensemble de prompts spécialisés qui va nous permettre d'avoir ce fichier qui est le prompt, donc disons L, qui contient des instructions prêtes à générer du contenu optimisé pour le moteur de réponse. Donc là, le contenu, ce n'est plus de SEO, il est conçu pour être cité par le moteur génératif et en ajoutant aussi des règles d'anti-hallucination. Donc, problème, mécanisme, solution, impact, qui va transformer la production de contenu en architecture de connaissances exploitables. Donc là, on ne produit plus des pages optimisées par mots-clés, mais par corpus structuré. L'output, celui-là va nous permettre de passer à l'étape suivante, qui est la génération structurée du contenu, et sa transformation en document narratif exploitable par un nom livrable. Donc là, on passe à analyse, blueprint, prompt, et puis contenu structuré plus document narratif MCP. Avec des fonctions pour la lecture des prompts, puis par la suite récupération des entités, enrichissement automatique par domaine, distribution des entités dans le structure narratif. Par exemple, chaque section reçoit des entités spécifiques. Section définition, problème, par exemple, entité code, section contexte, entité contextuelle, plus norme, ce qui va nous permettre de construire un contenu où chaque partie renforce un type de signal sémantique précis. Il y a la génération de prompts par la suite, génération de contenu avec l'AI, avec un appel API pour générer le contenu pour chaque section, extraction des entités depuis le contenu généré aussi, donc afin d'avoir une idée sur les entités réellement présentes dans le contenu, qui va améliorer la cohérence du knowledge graph, les analyses futures et les linking sémantiques. Il y a aussi une autre fonction pour le calcul des vecteurs narratifs. Ces mêmes vecteurs servent à mesurer, par exemple, la qualité du contenu. Par la suite, il y a la construction du document NCP final avec l'ID, titre,
Meta, Story, tout le reste. Donc par exemple, le texte généré, les entités. En perspective, par exemple, nous avons rôle de la page, stade du tunnel, transformation en tendu. En Dynamics, vous allez voir, comprendre ça, les Dynamics, ce sont des mondes, domaines, sur des SCP, narrative, contexte, protocole, explique. Donc le Dynamics explique le contenu narratif, par exemple. En Function, il y a liste des actions nécessaires. Puis par la suite, la production finale de documents. Donc là, il ne s'agit plus d'écrire un article. Là, on produit un document narratif structuré. Là, chaque page devient une unité de nos graphes, un nœud narratif, un actif de capture d'intention, un levier de génération de données. On passe par la suite, grâce au output, à l'étape suivante qui est l'étape 4, avec deux scripts. Le premier pour la narrative projection, avec l'enrichissement narratif et production éditoriale. C'est la phase d'industrialisation du contenu. Donc, chaque document MCP produit, analysé, va puis régénérer automatiquement on va relire chaque document MCP produit précédemment. Donc ça, on commence à l'industrialisation du contenu avec des fonctions telles que la lecture de documents MCP, on va commencer par ça, puis par la suite il y a une détection automatique du domaine, détection du domaine à partir de l'URL, par exemple, des titres, des codes d'identité, à partir des normes aussi, donc détection des sections à enrichir. Par exemple, si le contenu est absent, s'il y a un placeholder, s'il y a moins de 50 mots, s'il n'y a aucune URL vérifiable, s'il y a une absence de relation sémantique explicite, directement, on détecte qu'il y a des sections à enrichir. S'il n'y a pas de marqueur, très important pour les IA, les marqueurs, par exemple, repose sur, s'appuie sur, il finit par, c'est que ces marqueurs impliquent des relations entre entités, et c'est essentiel pour les IA. Par la suite, il y a le nettoyage et extraction des entités. Grâce à un modèle hybride, j'ai mis beaucoup de modèles, le Spacy, par exemple, pour accéder à des groupes d'entités cohérents. Par la suite, il y a l'enrichissement avec Wikidata, donc afin d'obtenir des labels d'entités similaires. Puis, une fonction pour construction de prompt éditorial. Donc, c'est le cœur même du script qui va permettre de produire un contenu aligné avec la stratégie narrative globale. Une autre fonction qui va permettre de générer du contenu, et par la suite, la validation de la qualité IU après génération. On vérifie la qualité. Donc, on vérifie la qualité à travers des points qui sont validés et que c'est bon. Par exemple, s'il y a au moins une URL vérifiable, s'il y a des relations sémantiques, une longueur minimale, si la validation est tout, le script demande donc une réécriture corrective. Une image par la suite du document, bien sûr. Production d'un corpus, finit par la production d'un corpus consolidé avec le regroupement de tous les documents enrichis qui va être utilisé pour l'indexation vectorielle ou alors l'injection dans un landing page, voire la génération des pages web. Il y a aussi un suivi de coût pour le token usage report, par exemple, qui va permettre d'optimiser. Donc là, chaque page devient un nœud narratif, un objet de knowledge graph,
une source citable par le moteur de réponse. Il ne s'agit plus de publier un article optimisé. Transforme là le site en réservoir de réponses structurées. L'output va nous permettre de passer au script suivant, qui va exploiter la totalité des labels avec des fonctions telles que par la suite celle qui va transformer le contenu en contenu extractible par les moteurs de réponse. C'est que cette étape, c'est la projection narrative IO. Cette étape va transformer en contenu extractible par les moteurs de réponse, comme je vous l'ai dit. Donc chaque document qui contient déjà la structure, on va lui appliquer une projection IO-GIO pour rendre le contenu utilisable par les IA. Donc il y aura une lecture du corpus narratif, et par la suite une priorisation des gaps. La fonction, elle va extraire, par exemple, le méta priority score pour le tri. Priorisation des pages, par la suite, les pages les plus importantes sont traitées en premier, par exemple, page transactionnelle, qui va nous garantir que les pages à fort ROI seront enrichies en priorité. Détection automatique du domaine. Chaque domaine, bien sûr, possède ses propres normes, ses propres organismes, donc qui vont être injectés par la suite dans le contenu. Détection des sections faibles. Donc le script, il y a une fonction qui va analyser chaque section qui va être enrichie si elle est trop courte ou alors pas de source, pas de marqueur causal. Par exemple, comme repose sur, selon, défini par, c'est que, comme je vous ai expliqué, ce sont des relations entre entités, c'est ce que l'IA recherche. Nettoyage des entités, puis construction d'un graphe sémantique. Donc il va construire un graphe relationnel, norme, par exemple, ISO 27001, organisation fluide, qui correspond exactement au fonctionnement d'un node graph. Puis par la suite, il y a génération de contenu pour chaque section qui va être enrichi. On va inclure le rôle éditorial, le tunnel, le contenu narratif. Donc, le contenu produit sera un contenu encyclopédique, sourcé et structuré. Par la suite, une validation IO. Donc, une IO quality. Tout texte doit contenir au moins une URL, des relations sémantiques et une longueur minimale. Sinon, rélecture automatique. Production du corpus final par la suite. Donc là, on change complètement la logique. Il n'y a plus de keyword article backlink, là, intention, entité, graphe, narration, preuve, amplification. Donc là, c'est le moment où le contenu devient une entité d'une enveloppe de graphe. Par exemple, un article classique formation éco-conduite, 2 points, avantage, on faisait ça. Donc là, le même article devient un objet sémantique structuré. Exemple, pour le même exemple, concept ego driving, norme ADEME, acteur gestionnaire de flotte, KPI, consommation carburant, réglementation, code de la route. Là, nous avons des relations explicites. Donc, par la suite, là, le rôle dans la génération de leads, c'est la préparation de l'autorité algorithmique. Pour, par la suite, l'amplification au PBN, domination des requêtes au niveau du pourflu et la capture d'intention. Donc là, c'est une étape de préparation. Là, nous sommes en train de transformer le contenu en contenu compatible moteur IA. En enrichissant le contenu avec des preuves et entités, structurant les relations sémantiques et en créant un corpus exploitable par les IA.
Là, le contenu devient une entité dans le knowledge graph du web. J'initie un retour du terminal. Donc là, domaine détecté, le nombre de tokens utilisés, section enrichie et puis TP déjà enrichi 66. Donc le output va nous permettre de passer à l'étape 5, d'exploiter encore la totalité de la production. Donc là, il y aura un encodage vectoriel et indexation. Donc les documents enrichis sont pris comme input et le script va transformer ces documents en objets indexables pour les systèmes sémantiques. Il y aura une construction de présentation sémantique de documents. Donc un embedding document level. Il y a encodage vectoriel du contenu, enrichissement I/O de sections. Donc, le script va calculer pour chaque section les métriques I/O, présence urbaine, présence des relations sémantiques, nombre de mots, entité détectée, qui va donner un score pour voir si le contenu est réellement extractif. Par la suite, construction d'un index global qui va nous donner la carte complète du corpus éditorial. Donc là, la page devient un objet dans des systèmes sémantiques complets. Grâce aux embeddings, donc le contenu peut être recherché par Singularité, injecté par Motoria, ou même réassemblé dynamiquement. C'est la vectorisation. Là, le corpus devient un knowledge base interrogeable. SEO traditionnel, nous avions mots-clés, page, backlink. Ici, nous avons intention, entité, narration, graphe, embedding, puis index sémantique. Un changement majeur. Donc là, le contenu n'est plus seulement destiné à Google, il est structuré pour LLM, moteur RAG et assistant IA. Impact direct sur la génération de bits, c'est que l'encodage permet de détecter par exemple les zones d'intention forte et d'identifier des gaps d'autorité de contenu par exemple. Donc là, la stratégie devient pilotée par un graphe sémantique misérable et non pas à l'aveuglette. Donc là, à travers ce script, nous avons transformé le corpus narratif en page de connaissances vectorielles indexées, qui va nous permettre de passer, là c'est le retour du terminal, qui va nous permettre de passer à l'étape 6, pour transformer le contenu encodé en infrastructure virtuelle exploitable. Donc là, le contenu a été enrichi avec embedding document par section, métadonnées éditoriales de NCP, signaux I/O et vecteurs de crédibilité et d'écart écart épistémique. Voilà, donc le script va commencer par les lecteurs et les scripts stratégiques des documents, puis extraction des vecteurs, document level et section level. Par la suite, une construction des vecteurs score, création des index SIS, deux vecteurs de face, donc document index et section index, qui va permettre de rechercher le type de contenu le plus proche sémantiquement, détection d'identification en utilisation de contenu, création de mapping par la suite avec l'ID mapping, qui va permettre de relier par exemple secteur, document réel, URL et rôle éditorial, qui est indispensable pour transformer le résultat éditorial en action par la suite éditoriale, marketing. Par la suite, génération d'un index stratégique avec un tableau de port éditorial. Donc la vraie valeur de ce script dépasse largement le référencement en transformant le contenu en infrastructure cognitive exploitable pour les IA. Plusieurs usages
à ça, stratégique, donc création d'un moteur de réponse propriétaire, déjà, grâce à un texte vectoriel, cartographie de la connaissance, détection des opportunités de contenu, et même un système intelligent d'intelligence éditoriale. C'est que le contenu est filtré selon la personne cible, étape du funnel, niveau d'écart épistémique, score IO, crédibilité. Donc on obtient là un système de pilotage éditorial capable de répondre à, par exemple, quel contenu influence la décision d'achat ou quels contenus sont adaptés aux investisseurs. Par la suite, une infrastructure pour agents IA en interne qui va analyser par exemple les clusters, proposer de nouveaux articles. Un effet stratégique aussi pour l'ensemble du système ingénieux dans le set logique. Ce système permet de construire une perception algorithmique cohérente. Donc, les IA qui analysent le web ne voient plus un site, par exemple, avec des articles, mais un système de connaissances structuré avec une logique narrative. Donc, l'étape 5. Structure le contenu pour les IA. L'étape 6. Transforme ce contenu en une infrastructure vectorielle intelligente. Donc, là, nous avons le vector store produit avec une similarité métrique, la version schéma par exemple, des balises business. Donc l'output va nous permettre de passer à l'étape suivante, l'étape 7, donc crédibilité de contenu, là après la construction de l'infrastructure. Vient l'évaluation stratégique des contenus. Donc, les scripts transforment chaque document en actif mesurable à travers un score d'autorité. Là, nous allons calculer pour chaque contenu l'autorité score entre 0 et 100, credibility tier, investoliness, GIO-liness et bien sûr une liste de recommandations. Le script commence par un calcul de score d'autorité. En évaluant 10 dimensions de qualité que vous voyez là. Je vais passer directement. Vous aurez ce document par la suite. Donc, avec une cohérence optimale qui va se situer entre 0,55 et 0,80 de similarité cousine. Par la suite, il y aura un calcul de score d'autorité finale. Entre 0 et 100 et un classement de A plus à D. Puis par la suite, une détection de rythme stratégique. Donc le script va calculer des indicateurs tels que l'investor business par exemple. Par exemple, je vais prendre celui-là. Le contenu est considéré prêt pour un contexte d'investisseur si l'autorité est supérieure au seuil. Profondeur suffisante. Référence solide, structure narrative claire et enjeu défini, par exemple. Par la suite, la production des outputs, construction d'un authority capital qui va permettre de piloter la stratégie éditoriale, optimisation pour le moteur IA. Donc, les moteurs là, ils classent plus par mots-clés et backlinks, ils vont évaluer structure de contenu, fiabilité, profondeur, cohérence. Donc nous allons mesurer ces dimensions. Une fonction pour la priorisation éditoriale. Par la suite, construction d'un graphe de crédibilité, structure pour agent d'analyse. Perception stratégique par la suite. Par ce script qui sert à piloter la perception algorithmique. Donc, il permet de transformer le site web en plus de connaissances. Et à partir de là, on peut mettre en place la génération automatique des contenus manquants, la domination sémantique d'un cluster de marché, l'architecture PBN, multi-tiers, pilotée par graphe d'autorité. Donc,
On passe par la suite, ça, je vous ai parlé de ça. Là, c'est le retour terminal de l'étape, avec la description, les scores et tout le reste. Donc, l'output qui va permettre de passer à l'étape 8, pendant laquelle nous allons transformer les scores calculés en cartographie stratégique d'autorité exploitable. Donc là, jusqu'à maintenant, nous avons produit essentiellement des mesures avec score d'autorité, dimension IO, profondeur de contenu, signaux narratifs par exemple. Donc ces scores restent encore isolés. L'étape 8, là, structure ces informations en un système d'intelligence éditoriale. Donc nous allons fusionner les outputs de l'étape 6 et l'étape 7, qui va donner pour chaque document une entité éditoriale complète. Nous allons créer un index d'autorité, un AKI, c'est l'Authority Knowledge Index, qui permet de savoir quels contenus dominent le sujet, quels contenus sont crédibles et quels contenus sont citables. Qui va donner par la suite une base de connaissances structurée pour IA. Donc, le script va réaliser un clustering hybride, identifier la hiérarchie d'autorité. Donc, le script va détecter, par exemple, si c'est un contenu dominant, donc champion. Si un challenger, c'est que c'est un concurrent proche, par exemple, qui va créer une cartographie concurrentielle interne. Il va détecter les opportunités d'autorité. Là, nous allons savoir quoi améliorer pour dominer le sujet, non seulement comme avant, quoi écrire. Analyse la couverture du tunnel avec le profil de fil dessus, en identifiant les angles manquants, qui va permettre d'éviter le problème classique là qu'on avait avant, à savoir remplir l'article, mais aucune page qui convertit. Par la suite, une préparation du contenu par agent IA, avec des payloads RAG optimisés, qui va permettre aux agents IA internes de comprendre le contenu, citer, réutiliser par la suite. Donc là, on ne s'arrête plus aux les pages ou backlinks. Là, on introduit une logique totalement différente, qui est la construction d'un territoire cognitif d'autorité, qui va permettre de transformer le site en base de connaissances, piloter l'autorité au lieu d'écrire au hasard et créer un moteur d'expansion éditoriale. Donc, le système identifie les contenus améliorés, utilisés à couvrir les angles manquants. Donc, on peut parler là de GPS éditorial. Donc, oui, préparer la citabilité par les VA. En construisant des signaux qui sont sélectionnés, qui font du contenu, des signaux qui font du contenu, un contenu sélectionné par les agents IA, à savoir une structure claire, entité identifiable, signaux de crédibilité, section spécifique. Par la suite, les mêmes analyses vont permettre d'identifier les contenus d'acquisition, éducation et conversion. Donc là, nous avons un système complet de génération de données. Donc là, l'objectif n'est plus seulement d'être visible, mais il s'agit là de créer un effet d'évidence cognitive. Ça veut dire quoi? Quand un investisseur, un client ou une IA cherche une réponse, les contenus du site apparaissent comme des références naturelles du domaine. L'output va nous permettre de passer au script suivant, qui est l'autorité projection. C'est la couche stratégique entre analyse et amplification. Les étapes précédentes, donc on produit l'embedding, le score autorité, jusqu'au readness du IO-GIO, qui reste
les métriques analytiques. Là, nous allons transformer ces métriques analytiques en système décisionnel grâce à ce script qui va produire l'autorité index, l'oracle config, investor dashboard, claim witness, gap analysis et signal triple GIF que vous voyez ici. Différentes fonctions et fonctionnalités. Donc, ce que ce script fait, c'est qu'il va faire une transformation du contenu en base de connaissances. Les pages là, c'est une SEO classique avec mots-clés et compagnie. Les pages deviennent des objets structurés avec entité, relation, citation, cohérence et autorité. Le site lui-même devient une base de connaissances exploitable par IA. Donc, les moteurs de recherche, ils sélectionnent les contenus capables de fournir une réponse claire, être vérifiable et citable. Grâce à ce script, nous allons précisément identifier ces contenus. Donc là, l'autorité devient mesurable et pilotable. Et il y a le script, en reliant chaque contenu à l'étape de TOFU, MOFU et BOFU, permet de transformer le contenu en une machine de génération de lignes. Il y a même une traduction de l'autorité au signal business. Donc, là, nous avons une projection stratégique qui vient après le crawling, l'extraction d'entités, le clustering, l'embedding, puis par la suite l'index d'autorité pour finir avec cette projection stratégique qui va nous permettre de passer à des étapes en fait distinctes. Une étape avec la mise en place de l'infrastructure RAG. RAG, c'est quoi? C'est Retrieval Augmented Generation, une approche qui combine la génération du texte par un modèle de langage avec la récupération d'informations. Et puis une base de connaissances externe, afin de faire quoi? De produire des réponses plus précises. Donc là, c'est un vrai système de recherche sémantique prêt à répondre à des questions en s'appuyant sur les outputs précédents. Donc là, j'ai mis en classe l'encodeur, le vector store, le retrieval aussi, les API, bien sûr, pour les sessions, les API pour le chat, les endpoints, donc chain, avec un choix à faire entre le pencon et le quadrant. Donc au final, il va donner quoi? Il va donner que user ask question. Voilà. L'utilisateur pose une question. L'encode encode la question. Le vector store cherche les 15 plus proches réponses voisins. Donc 5. Le pin code ou alors le quadrant. Le retrieval filtre par autorité. Reclasse avec le score hybride. Et garde les 5 meilleurs. Le RAG pipeline par la suite là, il assemble le contexte toujours inférieur à 4000 caractères pour ne pas effectuer un dépassement. Et puis, la réponse dans le chat ou alors donner directement en FAQ, très important et intéressant pour les sites e-commerce qui donnent non seulement la réponse, mais comme perplexité, les ressources citées, les sources de la réponse. Voilà, ça c'est pour l'étape RAG. Ou alors, on va continuer avec l'étape 10, le script.
On commence par la couche de transformation opérationnelle du contenu. Donc, on a fait l'analyse sémantique, le scoring d'autorité, scoring de claim, préparation de la RAG, simulation de crédibilité et le gap analysis. Là, ces informations qui a des métriques analytiques. Là, on va transformer ces données en contenu prêt à être déployé dans le système d'amplification qui est celui-là. Donc, 4 fonctions principales: reconstruction de contenu exploitable. Donc, on extrait par exemple le texte sémantique, le texte complet. Donc là, le contenu devient un objet éditorial structuré. On fait une identification des claims exploitables, des textes, les sections capables de porter une affirmation forte. Donc ces sections deviennent des unités de connaissances citables, construction par la suite du graphe d'entité globale. Donc le contenu est organisé autour des noyaux thématiques dominants et puis une attribution du rôle TD1. Chaque document reçoit un rôle. Donc si c'est du T1, c'est que vous voyez là, hub d'autorité, T2 pour la consommation et T3 pour le noyau. La diffusion, elle repose sur quoi? Elle repose sur centralité dans le graphe, score d'autorité, cohérence sémantique et importance narrative. Par la suite, génération du blueprint éditorial avec format, pilar, article ou alors entrée, longueur cible, densité, profondeur narrative, référence externe ou alors action d'amélioration aussi. Ce blueprint, il est généré à partir de signaux MCP, score d'autorité, analyse de gap et scénario de crédibilité. Par la suite, construction des clusters sémantiques. Chaque hub là devient un pilar éditorial. Construction de narrative investisseur qui va permettre de transformer les contenus en histoire cohérente autour d'un marché ou d'une technologie. Donc là, il y a une transformation du contenu en base de connaissances exploitables. Il n'y a plus de texte seulement, nous avons des entités, des relations, des claims vérifiables et des unités narratives. Donc là, une base de connaissances vraiment structurée. Optimisée pour les moteurs de réponse IA. Ils cherchent à formuler une réponse claire, citer des sources ou alors il y a des entités. Avec cette étape, nous préparons exclusivement ces éléments. Donc le contenu devient citable à coup sûr par les IA. Par la suite, une transformation en réseau d'autorité qui permettra de construire une architecture éditoriale cohérente qui va renforcer la crédibilité algorithmique et la compréhension sémantique par les moteurs. Il y a par la suite alignement continu amplification grâce à l'attribution T1, T2, T3. Donc, la production devient coordonnée, qui va permettre de minimiser les risques de détection de spam. Par la suite, construction d'un récit stratégique pour investisseurs avec la fonction investor. Bien sûr, le contenu devient un actif de crédibilité. Donc là, ce n'est plus un contenu optimisé pour Google, là c'est une base de connaissances, un réseau d'autorité, un système narratif, un actif stratégique pour l'entreprise. Donc c'est l'étape la plus stratégique de toute la pipeline, car c'est elle qui transforme le simple contenu SEO en actif cognitif exploitable par les moteurs IA. C'est le point bascule de la pipeline. Donc les premières étapes sont analytiques, qui servent à comprendre l'écosystème informationnel, ne produisent pas encore un contenu directement exploitable. Là, transforme l'analyse en production stratégique. Et puis, le contenu en claim unique. Donc, par exemple, l'éco-conduite permet de réduire la consommation. Nous allons trouver par la suite. Selon l'agence
intéressant d'énergie, les programmes d'éco-conduite permettent de réduire la consommation de carburant de 10 à 15% pour les flottes professionnelles, ce qui fait de ce contenu un contenu citable par les usagers. Donc là, on identifie automatiquement les sections capables de produire ces claims citables. Là, chaque claim devient une unité de connaissance indexable par les usagers. Et avec la construction d'un graphe d'entité globale, nous avons comme résultat une cartographie de l'autorité thématique qui permettra de détecter les hubs sémantiques, les autorités dominantes, les zones faibles corpus. Donc, ce qui est une structure qui est beaucoup plus proche du fonctionnement des moteurs IA. Il y a aussi l'architecture éditoriale prête pour l'amplification, avec une infrastructure cohérente, la création de narratives investisseurs. Là, pour expliquer pourquoi cette étape est très importante. Donc là, la plupart des stratégies produisent des pages optimisées, mais avec cette pipeline, ce que vous aurez, c'est une base de connaissances, un graphe d'autorité, un système narratif, un actif stratégique qui fait une différence fondamentale. Donc là, vous n'avez pas eu un site qui sert simplement à générer du trafic, mais qui sert à structurer une perception d'expertise, une perception d'expertise, de crédibilité dans tout l'écosystème informationnel. Et c'est l'idée simple de l'Inception Engineering. C'est influencer la perception avant la décision. Donc, pour cela, il faut que l'écosystème informationnel donne l'impression que l'expertise existe déjà, le marché existe déjà et l'autorité est déjà reconnue. Donc, ce que cette étape permet de faire, c'est de construire. Donc, cette étape transforme un ensemble de contenus en réseau de signaux cognitifs cohérents. Ces signaux vont ensuite être amplifiés par les moteurs de recherche, moteurs de réponse, citations et réseaux éditoriaux. Donc, l'output va nous permettre de passer au PBN VIDI, qui va transformer le contenu en architecture éditoriale directement exploitable par un réseau PBN. Donc, plusieurs blocs vont être assemblés pour un résultat, un dataset PBN prêt à publier qui contient la hiérarchie du réseau, les règles éditoriales, les signaux d'autorité, la stratégie du maillage. Donc, on convertit là l'analyse sémantique en infrastructure éditoriale opérationnelle. Donc là, ce n'est plus le PBN d'entente qui consiste simplement à publier des articles. Là, on industrialise la construction du système informationnel crédible. Comment montrer cette différence? La structure narrative NCP, la simulation d'autorité éditoriale, l'optimisation pour le moteur IA et la production d'un réseau de signaux cognitifs. Donc là, l'objectif n'est plus d'améliorer le ranking du tout. Donc, on produit des contenus cohérents, des citations crédibles et une couverture thématique complète, ce qui permet de créer l'impression que le sujet est déjà dominé par un ensemble d'experts et de publications. C'est le principe même de l'Inception Engineering, c'est d'influencer la perception d'un domaine avant même que la décision d'achat ou d'investissement ne soit prise. Donc cette étape, le PBN VIDI, transforme les analyses sémantiques en architecture éditoriale déployable, organise les contenus en réseau d'autorité, T1, T2, T3, prépare les pages pour les moteurs de réponse IA et construit un écosystème informationnel cohérent autour du monisme. Donc là, le résultat, c'est la création d'un système de publication capable de façonner la perception d'un marché, d'une expertise, voilà, d'un produit. Avec, ça c'est le retour terminal,
avec le nombre de 11 lignes, ça veut dire 11 balles. Le tiers 1 ne change pas, donc 11 tiers 1, 10 lignes de tiers 2 à travers lesquelles nous allons amplifier et 11 pour le tiers 3. Donc la dernière étape, qui est celle de la configuration stratégique. Et donc le premier bloc de l'étape permet de définir les paramètres structurels de réseau, source d'entrée des outputs, donc le nombre de sites tiers 2 par entité, par exemple le nombre d'articles tiers 3, limite du lien entre niveaux, par exemple là, max link T1 égale 6 et T3 égale 3, par exemple. Donc, ce sont les liens internes du réseau là, avec une probabilité de linking. C'est pour simuler un comportement industriel naturel. C'est pour ne pas se faire par la suite détecter par Google. Par exemple, la probabilité des lignes T3 plus T2 elle est de 0,8. Par contre, la probabilité de linking de T2 vers T1 est de 0,6 seulement. Pourquoi? Un vrai système. Donc, les petits articles citent souvent les analyses plus profondes. Les analyses citent les hubs d'autorité. Par la suite, cache documentaire global. Là, le script encode tous les textes en une seule passe SBART pour le question matching result. Donc, il y a une énorme gamme de performance par la suite et une vectorisation sémantique cohérente pour tout le corpus. Par la suite, il y a une extraction des signaux sémantiques. Donc, plusieurs champs. La story section, par exemple, garantira que le texte principal est toujours récupéré même si la structure change. Par la suite, les entités sémantiques pour un ensemble d'entités cohérents pour construire le graphe sémantique par la suite. Détection de la bande, bien sûr. Vectorisation sémantique. Chaque document reçoit un vecteur sémantique qui va représenter le sens global du texte et sa proximité avec les autres contenus. Permettre de faire l'embellique, qui va nous permettre de mesurer la proximité et la cohérence sémantique. Un score SCP, donc elle mesure le contenu, couvre réellement les entités importantes du sujet. Donc, vectorisation du contenu, calcul, similarité avec les entités, moyenne des entités les plus proches. Ce score permet de filtrer les quantités faibles. Construction des graphes sémantiques, qui va créer un réseau de relations entre entités. Donc, le script va appliquer le PageRank sur ce graphe, qui va donner une identification des entités dominantes du domaine. Par la suite, une centralité moyenne par document. C'est la moyenne des scores des entités qui contient, qui va nous indiquer si le document parle d'entités importantes ou d'entités secondaires. Le narratif autorité index de la NAI, comme score final, qui détermine quels contenus sont stratégiquement prioritaires. Il y a le clustering sémantique par la suite. On va regrouper les documents, bien sûr, en clusters thématiques avec deux méthodes, les clusters déjà définis et le KMI qui va permettre de construire des topics hub, par exemple, pour chaque cluster. Nous allons identifier les 20 entités les plus fréquentes. Ces entités deviennent les noyaux thématiques par la suite. Un vector graph. On va simuler un réseau d'expertise sectorielle qui va créer une perception d'écosystème de couverture complète du sujet. La génération des liens thématiques de T1 vers T3, toujours pour simuler le comportement naturel d'un réseau éditorial. On va injecter des liens
Dans 2 cas, le script insère des liens dans le contenu si l'encre existe, donc le lien il est intégré. Sinon, il y a le related article qui vient en bas. Détection du modèle business, le script identifie bien sûr SaaS au commerce qui va générer des CTA adaptés, le bloc de conversion. Chaque article reçoit un bloc CTA correspond au modèle et communique. Donc, par exemple, démo.sas ou alors consultation. Schéma de fork automatique qui va être ajouté pour renforcer les signaux OAT. Par la suite, il y a génération de prompt avec entité intégrée, directive qualité, contrainte EAT, structure narrative, et puis génération de contenu en T2 et T3. Donc il y a création d'articles de confirmation si c'est du T2 ou alors de l'entraîne si c'est de T3. Pour le T1, c'est contrairement aux autres niveaux, ce n'est pas généré par IA, c'est recentré à partir de contenus existants, section narrative et entité centrale. Il va créer des pages hub d'autorité qui va être reproduit par le humain par la suite. Une orchestration finale par la suite pour exporter les articles. Donc là, vous avez bien compris, il ne s'agit plus de SEO classique. Donc là, c'est une modélisation du savoir. Là, c'est une construction de graphes de connaissance du domaine qui va permettre d'identifier les entités de domaine dominantes ou alors structurer les contenus autour de ces entités avec une architecture éditoriale et un écosystème complet créé avec un hub, confirmation et l'entraîne, donc une simulation de réseau éditorial avec un PBN qui va imiter les médias et une optimisation pour moteur de réponse avec un contenu structuré pour les LLM avec des entités, schémas, citations, la gestion de l'autorité narrative. Donc une métrique qui combine autorité, couverture sémantique et centralité avec un système qui va produire centaines d'articles avec un maillage cohérent toujours de l'autorité. Donc le script là, c'est un moteur de fabrication d'écosystèmes informationnels qui va permettre par la suite de cartographier un domaine, produire un réseau éditorial, simuler une entité sectorielle et influencer la perception du marché. C'est exactement le type d'architecture utilisé dans l'Inception Engineering appliqué à la création de tractions, donc l'optimisation IO-GU. Avec l'output que je vous ai montré l'autre fois. Voilà, ce genre d'output avec un contenu T2 du MCP, structure narrative complète, voilà, domaine, on va voir ça dans les vidéos que je vais faire spécialement pour le narrative complexe protocole, ou alors le T3. Voilà. Donc, scalable automatiquement. Il fait échanger par la suite de target. Par exemple, là, j'ai mis 50 documents. Le T1 ne change pas. Par contre, pour les T2 et T3, on peut faire 100, on peut faire 300. Pour l'exemple anciennement cité, j'ai mis 30 et 120. Pour que le T1, tous les docs T1 chargés seront traités. S'il y a 50 docs dans T1, donc on obtient 50 T1. Avec 100 T2, par exemple, et 5 articles pour chaque T2, nous aurons 500 appels A3, 500 appels API. Donc, à savoir que l'appel
c'est entre 5 et 15 secondes, je pense. Donc il faut savoir, il faut toujours vérifier la latence de l'API. Par exemple, pour une estimation de 800 appels, il faut raconter 1 heure. Avec une smartphone, 15 minutes. Mais avec une smartphone, il faudra toujours vérifier les limites. Donc avant d'augmenter, il faudra toujours vérifier les limites du plan. Puis par la suite, choisir la taille du put. Par la suite, il y a la mémoire burst qui peut gérer parfaitement ce nombre. Savoir, ça c'est géré facilement avec 51, 100 pour le T2 et 300 pour le T3. Personnellement, sous le T3, je mets mon monnaie robot qui donne des résultats magnifiques à partir du 3e rang. Pour pousser le T3, je mets un monnaie robot. Et puis par la suite, vérifier votre GPU disponible aussi. Donc, par exemple, pour atteindre 100 T2 avec un pool de 20 entités centrales, donc c'est simple, 20 entités x 5, il y aura 30. Pour un 50, 100, 300, sur le script, vous mettez target tier 2 à 100 et target tier 3 à 300. Et puis tier 2 cycle petit 5, ou alors ajusté selon le nombre d'entités. Sémaphone pour voir le rate limit. Avec un connecteur, moi je mets à 50 limites. Donc l'architecture du script là supporte déjà ces volumes sans aucun changement. Voilà, donc pour conclure ce que vous venez de voir, comme vous avez compris, ce n'est plus une méthode d'optimisation en SEO. C'est pour cette raison-là que je dis que ce n'est pas que le SEO est mort, mais c'est que l'approche est totalement différente. C'est une infrastructure complète de génération de demandes, conçue pour transformer la recherche existante d'un marché en plus de leads qualifiés. Donc pour l'optimisation et la création de traction. Donc, cette pipeline part d'un principe simple. Si le marché existe, il laisse déjà des traces dans les moteurs de recherche et dans le corpus informationnel. Donc, l'objectif là n'est pas seulement de publier du contenu, mais de reconstruire la cartographie cognitive de ce marché pour s'y positionner de manière dominante. Donc, la première étape, analyse le corpus existant. On extrait les entités, les intentions, les relations sémantiques présentes dans les contenus du secteur, ce qui permet de comprendre comment le problème est réellement formulé par les utilisateurs et par les experts déjà placés dans le domaine. À partir de ces données, on construit un graphe sémantique qui représente la structure du sujet, les concepts dominants, les questions associées, les sous-thèmes et les angles éditoriaux. Donc, une fois cette cartographie construite, on identifie des clusters transactionnels. Clusters transactionnels, les zones où l'intention d'achat ou de décision est la plus forte. C'est là que se trouvent les requêtes capables de générer des leads. En parallèle, le système détecte les gaps d'autorité, de contenu dans les cercles. Donc là, les sujets sur lesquels la concurrence est présente, mais mal structurée. À ce stade, la stratégie ne consiste plus simplement à écrire des articles. Le pipeline génère une architecture éditoriale complète avec des options thématiques
contenu de confirmation, contenu longue frame pour le T3. Une structure qui est ensuite amplifiée par un réseau de sites thématiques organisés en plusieurs niveaux. L'objectif, donc, est de créer un écosystème éditorial cohérent qui renforce l'autorité du site principal et ainsi accélérer la visibilité. Donc, c'est cette combinaison qui permet en fait d'obtenir des résultats rapides. Si sur un marché B2B bien ciblé, on peut généralement identifier 30 à 50 requêtes à forte intention commerciale. Par exemple, chaque page positionnée sur ces requêtes peut générer une vingtaine, voire une trentaine de leads par mois, avec une architecture correctement amplifiée. Et même avec le PBN et une architecture complexifiée, ça va permettre d'atteindre assez rapidement les 200 leads, les 150-200 leads mensuels qui correspondent précisément au modèle économique que je propose avec mon approche d'un Substance Engineering, qui reste compatible avec les techniques SEO très simples. Un hack classique, par exemple, cadeau, un hack classique qui consiste à analyser les suggestions automatiques que c'est. Donc, par exemple, un hack que j'utilise. Donc, je saisis un mot-clé principal et j'ajoute le VS. Puis, j'observe toutes les suggestions générées par Google. Ces suggestions, par la suite, représentent des comparaisons, bien sûr, ou alors des alternatives ou des décisions d'achat. Une fois identifié, j'analyse le SERP et ce que je fais, je mesure le niveau de concurrence et puis par la suite, je produis un contenu supérieur, tout simplement. Là, ce que je faisais avant, c'était d'une manière isolée. Là, cette logique, elle est intégrée dans un système qui combine analyse sémantique, structure de knowledge graph et architecture éditoriale et amplification algorithmique. Donc au final, l'objectif n'est pas simplement d'obtenir de trafic, mais de créer un environnement informationnel dans lequel votre entreprise devient la référence naturelle sur un sujet donné. Donc c'est cette logique qui permet de transformer le logique de contenu en machine prévisible de génération de leads et construit un actif informationnel qui continue à produire des opportunités commerciales mois après mois. Voilà. Là, j'ai mis des top domaines cités par les IA, Reddit, société, LinkedIn ici. Donc c'est pour cette raison-là que j'utilise aussi le monodobot, Wikipédia, bien sûr, YouTube, Medium, Facebook, Upbox, qui n'est pas souvent, OpenStreetMap, bien sûr, Engage, Compose aussi, Instagram, Quora, et même Amazon. Tout ça va être travaillé au sein du PBN. Voilà. Donc, il y aura d'autres vidéos pour le SEO versus Substance Engineering, et par la suite, un autre chapitre pour le narratif, contexte, protocole, avec des vidéos dédiées à ça.